fils abandonnent leur mère âgée ligotée dans les ordures. « Reste là, vieille inutile », ont-ils dit en la poussant comme si elle n'avait aucune valeur. Vous ne devinerez jamais la tournure que tout cela a pris et pourquoi aujourd'hui des centaines de voisins frappent à la porte d'une petite maison pour lui apporter des fleurs. Me dites dans les commentaires de quelle ville vous regardez cette histoire aujourd'hui et si vous croyez encore que la famille est sacrée. Il faisait lourd ce matin-là, la chaleur collait aux poumons et l'odeur de déchets mêlée à celle d'huile usée prenait tout l'air près de la décharge. Marie avait 71 ans, des mains ridées qui portaient encore des traces de lessive et de travail acharné. Et elle n'espérait qu'une chose, un regard, un mot tendre. Mais la suite, croyez-moi, va vous retourner le cœur. Restez jusqu'au bout parce que la vérité arrive en pleine lumière et la justice, parfois lente, finit par frapper fort. La scène de l'abandon s'est déroulée à l'aube sur une petite route qui serpente à la lisière de la ville. On entendait les pneus craquer sur des gravillons, le cri d'un corbeau loin au-dessus et le souffle rauque du moteur avant que la portière ne claque. Pierre, le fils aîné, avait la voix froide quand il a dit « On fait ça et c'est fini ». Sophie, sa compagne, a ri et a ajouté « Elle prend trop de place ». Dans leur voiture, on sentait le parfum synthétique de la femme et le cuir chauffé. Marie a essayé de comprendre avec des yeux embués. Elle a senti le velours de son tablier glisser sur ses genoux, la fatigue dans ses os et le goût amer de la peur lui a monté à la bouche. « Pourquoi vous faites ça ?» a-t-elle demandé d'une voix tremblante. « C'est mieux pour tout le monde » a répondu Lucas, le second fils, en évitant son regard. On voyait bien les plis sur la peau de Marie, on entendait le froissement du sac plastique, on sentait la poussière qui collait à ses cheveux. Un voisin qui passait avec son chariot, Ahmed, a vu la scène et s'est arrêté comme frappé par un éclair. Sa respiration s'est faite courte, il a senti la transpiration perler sur son front et le goût métallique de l'indignation. Il n'avait pas prévu de jouer les héros ce matin, mais il n'a pas pu partir. Ceux qui ont planifié ce départ n'étaient pas des monstres nés, mais des gens fatigués par des promesses non tenues et par des calculs froids. Dans la cuisine de la maison, quelques jours avant, il y avait eu une réunion où Sophie avait plaidé pour le déménagement vers un foyer et Pierre avait regardé les relevés bancaires avec une sorte de satisfaction polie. « On vend la maison » avait dit Pierre. « Elle coûte trop cher » avait ajouté Claire, la belle-sœur, en passant une main nerveuse sur la tasse de café. Les mots étaient secs, sans pitié, et l'idée a germé comme une tumeur. Marie, qui avait passé la nuit à coudre des chemises et à garder le linge des petits-enfants, dormait sans savoir que des papiers circulaient pour décider de son sort. Dans l'air, on sentait la chaleur d'un été qui n'en finissait pas, l'odeur persistante du café noir et le bruit lointain d'une radio qui parlait de marché et de prix. La décision a été prise comme on officialise une facture, sans regarder dans les yeux la personne concernée. Ahmed, le témoin, est revenu en arrière et a regardé Marie assise près du tas d'ordures. Il s'est approché à pas lents, a senti la crasse sur sa robe et la poussière sur sa peau. « Madame » a-t-il murmuré, « vous allez bien ?» Sa voix a été accueillie par un silence épais. Le vent apportait l'odeur de plastique brûlé et la chaleur faisait vibrer l'air. « On m'a laissé » a-t-elle dit, ses mains cherchant un appui sur le sol. « Ils ont dit que je n'étais plus utile. » Ahmed a senti une rage sourde lui monter à la gorge, un mélange de peur et de honte pour des voisins qui pouvaient rester indifférents. Il a calé son chariot contre une poubelle, a enlevé sa veste, a parlé doucement et a essayé de détacher les liens qui entravaient les poignets de Marie. Ses doigts ont rencontré le velours rugueux des cordes, la peau qui s'était refroidie et l'odeur de savon usé. Il a mis de l'eau sur son visage, a frotté ses mains et l'a consolé comme on console quelqu'un qu'on n'a jamais connu mais dont la douleur résonne. La première séquence de dialogue entre les protagonistes ce matin-là a été longue et émotive. « Qu'est-ce qui t'arrive » a demandé Ahmed. « Ils m'ont dit d'attendre » a répondu Marie en parlant avec un souffle court. « Tu veux que je t'emmène chez moi » a proposé Ahmed. « J'ai peur » a soupiré Marie. « On va te couvrir » a assuré Ahmed. « Ils vont revenir » murmurait Marie. « Peut-être pas. »« Tu as des papiers » a demandé Ahmed. « Ils ont pris tout ce que j'avais » a dit Marie. « Non » a assuré Ahmed en fouillant une poche. « J'ai trouvé une carte avec ton nom. » Ces échanges contenaient l'odeur métallique de la peur, le goût amer de la solitude et la texture rugueuse des cordes défaites. Les voisins ont commencé à sortir, attirés par le chuchotement des pas et le cliquetis d'un seau. Claire s'est approchée, s'est tenue à distance, a regardé la scène et a baissé la tête. « Je ne savais pas » a-t-elle murmuré. Sa voix était un mélange de remords et d'embarras, sa gorge serrée, ses yeux humides. Ce petit théâtre de regards et de mots a préparé ce qui allait suivre.
Il y a eu des premières interventions médicales et un trajet vers un lieu sûr. Ahmed a appelé le médecin de quartier, le docteur Moreau, qui est arrivé en essuyant ses lunettes trempées de sueur. « Il faut la réhydrater », a-t-il dit, en prenant le pouls de Marie. Les doigts du docteur ont cherché un pouls faible, ont senti la peau sèche, ont respiré l'odeur d'un vieux parfum qui résistait au temps. « Elle a des ecchymoses », a ajouté Moreau. « Ils font un rapport. » Plus tard, à la maison d'Ahmed, on a préparé un lit, on a mis une bassine d'eau chaude, des draps propres et de la soupe. La soupe avait le parfum du bouillon de légumes, doux, réconfortant, et le goût chaud qui rend la gorge moins sèche. Marie a fermé les yeux et a senti le tissu neuf contre ses poignets, le bruit discret d'une télévision sur le fond et la respiration régulière d'Ahmed. « Tu resteras ici, a dit Ahmed. « Non, a dit Marie d'une voix confuse, mes enfants. »« Ils viendront, a répondu le docteur, mais dans son regard, il y avait de l'incertitude. Avant d'expliquer les suites, il faut revenir sur la vie de Marie, parce que comprendre son passé explique la cruauté du présent, mais révèle aussi pourquoi tant de gens se sont mobilisés. Quand elle était enfant, elle courait pieds nus dans les champs, sentait l'herbe fraîche et le parfum des fleurs sauvages. Elle a appris tout le goût du labeur, la façon dont la farine se colle aux mains, le son des pots qu'on range, le souffle chaud d'un four. Son adolescence a été marquée par la guerre des horaires entre l'école et la maison, par des nuits à coudre des boutons sous la lampe, par des promesses faites à des voisins et des dettes payées au centime près. Plus tard, adulte, elle a travaillé comme femme de ménage pour des familles du quartier, elle a gardé des enfants, elle a épargné pour acheter une petite maison où ses propres enfants auraient une chambre. Sa vie a été une série de petits renoncements au profit de la stabilité des siens. Elle a essayé d'enseigner à Pierre à attacher une cravate, à montrer à Lucas comment poser une latte de parquet, à parler doucement à ses petits-enfants avant de les envoyer à l'école. Le présent lui avait volé certaines forces, mais pas sa dignité intérieure. Au fil des années, les rides sur son visage racontaient des histoires de froid et de chaleur, de repas partagés, de cadeaux cachés sous l'oreiller, de prières murmurées à la fenêtre. Elle gardait en poche un petit châle et une photo jaunie d'un homme dont le nom sortait des chansons anciennes. Ce bref retour sur son enfance et sa vie d'adulte montre l'écart entre la personne qu'elle avait été et l'abandon auquel elle a fait face. Les personnages secondaires apparaissent, nommés et actifs dans chaque acte. Pierre, le fils aîné, a pris des décisions froides, Sophie, la compagne, a argumenté pour la solution la plus économique, Lucas, le deuxième fils, a gardé le silence et a suivi, Claire, la belle-sœur, a hésité, a observé et n'a pas empêché, Ahmed, le récupérateur, est devenu témoin et héros, le docteur Moreau a signé. Le premier certificat médical. L'inspecteur Durand a ouvert un dossier à la demande d'Ahmed. Camille, de l'ONG Ensemble pour nos aînés, est arrivé pour apporter soutien et organiser une collecte. Julien, le journaliste local, a filmé une partie de la scène et a contacté le cartable du journal. Le notaire, Maître Lefebvre, et l'avocat May Bernard ont été nommés pour éclaircir des documents trouvés. Ces noms surgiront tout au long de l'histoire, chacun agissant concrètement et changeant la trajectoire de Marie. Un plan qui semblait raisonnable pour les fils a été dévoilé dans une discussion tendue et presque mécanique. Dans la cuisine, la lumière fluorescente tremblotait. On entendait des coups d'horloge dans le salon et le rire lointain d'une chanson à la radio. « Elle nous coûte de l'argent », a dit Pierre. « On ne peut pas continuer à payer pour une personne qui prend toute la place », a répondu Sophie. « Le notaire attend une signature », a ajouté Lucas. « On la mettra dans un établissement, c'est tout », a conclu Pierre, comme on referme un dossier. Les voix ont été sèches, sans hésitation, avec des pauses calculées. « Tu penses qu'elle comprendra » a demandé Claire plus tard. « Elle ne comprend pas toujours les comptes. »« On ne lui dit pas » a dit Sophie, avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. Les objets de la pièce étaient nets. Une tasse, des papiers empilés, une enveloppe prête. L'air sentait l'encaustique et le froid d'une décision prise pour effacer un embarras. Marie, de l'autre côté de la porte, a entendu la moitié des mots. Elle a senti que quelque chose allait changer, mais n'a pas réussi à assembler le puzzle. Cette scène a été un moment clé où la rationalisation de la mise à l'écart s'est transformée en plan d'action. La décision d'exécution a eu un rythme mécanique. Les dialogues dans la voiture ont été courts, mais lourds de sens. « On la dépose près de la décharge », a dit Pierre. « Personne ne la trouvera vite », a répondu Lucas. « On dira qu'elle est partie », a ajouté Sophie. Ils ont mis la radio pour couvrir le bruit, senti la climatisation souffle froide sur leur visage et le cuir du siège. Marie, dans la voiture, a senti la trajectoire du véhicule, les virages, l'odeur du tabac froid et le lichet du plastique de la portière contre sa main. « Pourquoi tu pleures » a demandé Sophie avec impatience. « Je ne sais pas » a murmuré Marie. «
Tu comprends, a repris Pierre, c'est pour nous tous. Le moment de la mise à terre a été brutal. Des mains qui poussent, des nœuds mal faits, la poussière qui se colle aux genoux. Les cordes ont entaillé la peau, ont laissé une pâte rouge et un froid qui descendait dans les os. Marie a pensé à sa mère, à des dimanches de soupe et de pain chaud, et un goût de bile lui est monté à la bouche. Les témoins sont arrivés à la décharge plus tard, impressionnés. Certains ont dit qu'ils avaient vu un cœur, sans entrailles, battre lentement. Ahmed a filmé de loin avec son téléphone, non pour viraliser, mais pour garder une mémoire, pour prouver ce qui avait été fait. Le premier moment de tension maximale est arrivé quand Ahmed a confronté les auteurs. « Pourquoi l'avez-vous laissé là ?» a-t-il demandé, la voix tremblante mais dure. Pierre a répliqué avec hauteur, « Ce n'est pas tes affaires. »« Je veux que vous la rameniez » a insisté Ahmed. « Tu vas te mêler de ce qui ne te regarde pas » a rétorqué Sophie. La dispute a éclaté comme une porte qu'on ouvre trop fort. Des voisins se rassemblent, des voix s'élèvent et la poussière tourbillonne. L'attention s'est concentrée sur les regards, sur la main qui serre le téléphone, sur le souffle court. Les phrases sont devenues des armes et l'air a senti l'ozone d'un orage imminent. Ce passage a duré et a été marqué par l'odeur de transpiration, le goût amer d'une possible violence et le son sec de menaces à peine voilées. La suite a été la mobilisation d'Ahmed, qui a appelé l'inspecteur Durand. « Je veux déposer plainte », a dit Ahmed avec une voix ferme. « Nous allons procéder à une enquête », a répondu l'inspecteur. Le policier a pris des photos, a noté les blessures, a répertorié les témoins. La procédure légale a été décrite plus tard au cabinet de mai Bernard. En résumé, le dépôt de plainte déclenche un enregistrement au bureau de la police. L'enquête rassemble preuves et témoignages, un signalement est envoyé au procureur, le notaire est consulté pour vérifier les actes et, si nécessaire, des mesures de protection provisoire peuvent être prises. Le vocabulaire technique inclut saisie de pièces, prescription et mise sous protection. Les termes sont expliqués simplement. La plainte formalise le fait, la perquisition documentaire cherche des preuves, le procureur décide des suites. Cette explication a été nécessaire pour que la communauté comprenne ce qui allait se passer et pour rassurer Marie. La présence des journalistes a transformé l'affaire en histoire publique. Julien a posté une courte vidéo qui montrait la mère amaigrie assise parmi des détritus. Alex, un jeune photographe, a capté le regard fatigué de Marie. Les réactions ont été immédiates, colère, honte, appel à la mairie. Les filles ont senti la panique monter quand les messages ont commencé à arriver. Des voisins se sont mobilisés, des interviews ont été programmées. « C'est inacceptable », a déclaré Camille de l'ONG dans une intervention télévisée. « Nous devons protéger nos aînés ». Les courriels de soutien sont arrivés à la maison d'Ahmed. Des volontaires ont proposé un hébergement. La viralisation a jeté une lumière crue sur la situation que les auteurs espéraient garder cachée. Le téléphone de Sophie n'a plus cessé de vibrer. Pierre a désactivé les réseaux, mais cela n'a pas suffi. La honte s'est installée et la peur pour l'avenir a rendu leur voix plus éraillée lors des appels. Le deuxième moment de tension a été la confrontation publique à la porte de la maison d'Ahmed. Les enfants des voisins regardaient. Certains pleuraient, d'autres restaient silencieux. « Rendez-vous compte de ce que vous avez fait » a crié Claire, incapable de retenir sa colère. « Vous avez laissé votre mère dans la boue !» Les filles ont tenté une défense maladroite. « On était dépassés » a dit Lucas. « On a fait ce qu'on pensait le mieux. » Les mots n'ont fait que creuser la désapprobation générale. Un voisin a lancé à Pierre « Regarde les yeux de la femme que tu as abandonnée ». Le tumulte a forcé l'intervention de l'inspecteur Durand qui a demandé le calme et annoncé qu'une enquête officielle était en cours. La foule s'est dissipée lentement, mais pas avant que des cris de honte ne résonnent. Ce moment a laissé des traces. La réputation des enfants s'est fissurée, certains contrats professionnels ont commencé à disparaître pour Pierre qui travaillait comme représentant. La découverte d'un document a donné un tournant décisif. Dans une poche de Marie, Ahmed a trouvé un vieux carnet avec une écriture fine et des dates. Il y avait des notations sur des économies, des reçus et un ancien testament rédigé à une époque où Marie pensait encore pouvoir se débrouiller seule. Le carnet contenait une note qui exprimait le souhait que sa maison serve à loger un membre de la famille qui en aurait le plus besoin, mais en plus, une clause manuscrite évoquait une donation à une association si elle était abandonnée. La trouvaille a poussé Julien le journaliste à enquêter davantage, Maître Lefebvre a été contacté pour vérifier la validité des écrits. Et May Bernard a expliqué qu'un testament holographe peut avoir force probante s'il est prouvé qu'il a été écrit et daté par la main de la défunte.
La description procédurale qui suivit expliquait simplement que la validation nécessite expertise graphologique, déclaration au greffe et dépôt au notaire pour officialiser un changement de succession. La précision légale a été expliquée en termes accessibles, montrant les étapes nécessaires vers une possible réparation. Le troisième moment de tension est l'audience préliminaire, quand la famille se retrouve face à la loi et au regard public. Les bancs de la salle sont remplis, on sent la fraîcheur des projecteurs, l'odeur de papier et de sueur. « Pourquoi avez-vous abandonné votre mère ?» demande le procureur à la barre. Pierre tente une défense qui sonne creuse. « Nous étions répartis, dit-il. » Sophie pleure, mais sa voix est hésitante. Les visages des voisins racontent la colère et la compassion. La juge questionne chacun avec un calme tranchant. Les témoins parlent, Ahmed décrit ce qu'il a vu, le docteur relate l'état médico-légal. Les mots coulent comme une rivière froide, la salle paraît plus petite. La tension s'accumule et quand le procureur évoque des peines possibles, on entend un souffle collectif. Pendant ce processus, des actions sociales naissent. Camille de l'ONG a organisé une collecte pour restaurer la maison et fournir des soins. Une voisine, Hélène, a proposé de cuisiner des repas pour Marie. Le boulanger local, Thomas, a offert du pain quotidiennement. Des bénévoles, dont Karim et Sonia, ont aidé à repeindre les murs et à fournir des meubles. Ces gestes ponctuels ont été nommés et décrits. La texture du pain chaud, le bruit doux des pinceaux sur le bois, l'odeur du savon artisanal mis à disposition ont donné une atmosphère tangible de reconstruction. La communauté a transformé la honte en action. Le récit doit revenir à des moments de joie inattendus. Marie a ri pour la première fois depuis des semaines quand un petit enfant lui a offert une fleur qu'il avait cueillie. Ce rire avait la saveur d'un renouveau, le son clair de la résilience. Les soins continus lui ont rendu un peu de force, et la soupe d'Hélène a réchauffé plus que son corps. Alors que la procédure légale avançait, des documents ont révélé que la vente d'une partie des biens de Marie avait été envisagée, mais la validité de certaines signatures a été contestée par Maître Bernard. Les fils ont vu apparaître les conséquences. Une procédure disciplinaire au travail pour Pierre, une réputation ternie pour Sophie qui travaillait dans un cabinet local, des amis qui prenaient de la distance. Le quatrième moment de tension survint lors d'une manifestation devant le cabinet de l'entreprise où travaillait Pierre. Des pancartes écrites à la va-vite scandaient « Justice pour Marie ». La voix des manifestants, chaude et collective, a été un vecteur de pression publique. La direction a dû faire face à appels et demandes de clarification. Pierre a reçu des messages anonymes. Certains emploient la pression morale, d'autres appellent à la loi. La peur sociale et professionnelle a influencé le déroulement des événements et a précipité certaines démarches vers des réparations. L'enquête médico-légale menée a montré des ecchymoses et des signes de déshydratation. Le rapport a été rédigé en termes précis. Constat d'ecchymoses multiples, évaluation du taux d'hydratation, constatation d'érosion cutanée due à une immobilisation prolongée. Ce document a été joint au dossier transmis au procureur et a formé une preuve incontournable. Techniquement, le médecin a décrit la nécessité d'un examen complémentaire, prélèvement éventuel pour traces et la possibilité d'une expertise psychologique pour la victime. Ces procédures, expliquées simplement, ont permis à des citoyens de comprendre les étapes et l'importance d'un suivi. Un autre élément a bouleversé l'affaire. Le carnet retrouvé contenait aussi un petit testament rédigé des années auparavant, indiquant qu'en cas d'abandon, la maison devait être léguée à une association dédiée aux personnes âgées vulnérables. Après vérification par Maître Lefebvre et consultation de Maître Bernard, les preuves semblaient solides. Cela a provoqué une confrontation dramatique. Face à l'évidence, Pierre a réagi par le silence, puis par des tentatives de négociation, cherchant des compromis qui échouèrent. Les discussions privées ont été tendues, pleines de reproches et de larmes, avec des dialogues où l'on sentait la fissure des liens familiaux. La viralisation du cas a produit une onde de solidarité. Une collecte en ligne lancée par Julien le journaliste a dépassé l'objectif initial. Des appels à la mairie ont demandé des mesures pour protéger les personnes âgées. Le maire, M. Dubois, a reçu la délégation d'Ahmed et de Camille, promettant d'examiner des solutions structurelles. La presse nationale a pris le relais, des spécialistes en gérontologie ont été consultés et une campagne de sensibilisation a démarré. La honte pour les fils s'est muée en conséquences juridiques et sociales tangibles, sanctions morales, difficultés professionnelles et ostracisme. Le cinquième moment de tension culminant a été l'audience finale, où la juge a rendu une mesure protectrice et a ordonné une réparation. On sentait la solennité du lieu,
le bois froid des bancs, l'odeur du papier officiel, le murmure contenu du public. Les mots de la juge ont frappé comme un marteau. La dignité humaine doit être protégée et l'abandon d'une personne âgée est une faute grave. Les fils ont été condamnés à des mesures de réparation, des travaux d'intérêt général et une obligation de suivi familial. Et la maison a été attribuée à l'association selon les volontés exprimées dans le document retrouvé. Les applaudissements contenus se sont fait entendre comme un souffle de soulagement. Marie a entendu ces mots et a touché la photo dans sa poche. L'épilogue commence après ces événements et suit la vie des acteurs à 3 reprises temporelles qui montrent la transformation concrète. Un mois après, la maison était déjà un lieu plus propre. Les premières réparations avaient été faites par des bénévoles et par une subvention de la mairie. Marie avait retrouvé un rythme de sommeil plus serein, la voix moins brisée et acceptait désormais les visites régulières de Camille de l'ONG. Les voisins, dont Thomas le boulanger et Hélène la voisine, organisaient un planning de repas. La collectivité avait proposé un suivi social pour prévenir de futurs abandons. Les papiers administratifs avaient été clarifiés, une protection juridique temporaire avait été mise en place par May Bernard et la police locale assurait des visites de contrôle. La sensation générale était celle d'une fragile réparation, mais d'un espoir tangible. Les phrases de ce premier mois étaient remplies de petits gestes concrets, du bruit de la perceuse qui réparait une fenêtre aux odeurs de soupe qui régnaient dans la cuisine. 3 mois après, la transformation était plus profonde. L'association avait lancé un projet pilote de soutien aux personnes âgées isolées, utilisant la maison de Marie comme centre d'accueil pour rencontres. Des ateliers de couture et de lecture avaient été établis, animés par Sonia et Karim. Marie participait à des activités légères et parlait de transmettre son savoir de couture aux jeunes voisins. Le dossier judiciaire avait progressé et les sanctions prononcées avaient été rendues publiques, renforçant un sentiment de justice. Le maire Dubois a inauguré une ligne d'aide téléphonique dédiée aux situations semblables et a promis des moyens accrus pour la protection sociale. La collecte avait permis d'acheter un équipement médical de base et d'assurer un suivi psychologique. Les visages autour de Marie étaient plus calmes, il y avait des rires et des conversations au porche. 6 mois plus tard, le changement était tangible et durable. La maison avait servi de modèle pour une petite initiative municipale financée par des dons locaux et une subvention régionale. Marie aidait à gérer un petit coin d'accueil où l'on pouvait s'asseoir, boire un thé et discuter. L'équipe comprenait Camille, qui coordonnait les bénévoles, Ahmed, qui restait un pilier moral, Thomas, qui fournissait du pain 2 fois par semaine, Hélène, qui assurait des repas, et une stagiaire en travail social nommée Laura, qui gérait le planning. Les enfants de la communauté venaient parfois passer du temps et apprendre les recettes d'autrefois. Juridiquement, la mesure attribuant la maison à l'association avait été confirmée et une clause de soutien financier avait été mise en place pour assurer l'autonomie de Marie. Les fils faisaient face aux conséquences sociales et professionnelles, certains cherchaient un chemin de réparation, d'autres restaient absents. La ville avait installé une formation pour les professionnels de santé sur la détection des signes d'abandon et le projet a reçu un prix de la solidarité locale. La transformation montrait qu'une injustice poussait parfois à la création d'une nouvelle protection collective. À un moment crucial du récit, et pour vous inviter à participer, si cette scène vous a serré le cœur, je veux que vous répondiez. Dites-moi ici dans les commentaires ce que vous auriez fait si vous aviez vu Marie ce matin. Commencez votre message par le nom de la ville où vous regardez. Racontez si vous avez déjà aidé quelqu'un dans une situation similaire ou si vous connaissez une association locale qui pourrait soutenir des initiatives de ce type. Vos mots comptent, ils guident d'autres personnes et parfois ils poussent des autorités à agir. Écrire, partager, c'est déjà une forme d'aide. On lira vos histoires, on répondra quand on pourra et on publiera des mises à jour quand il y aura du nouveau. Votre voix aide à transformer l'indignation en action. Au fil du temps, plusieurs procédures techniques ont été mises en œuvre pour établir les preuves. L'enquête a comporté un constat médical standardisé, une expertise graphologique pour le testament, la collecte de témoins et la consultation des relevés bancaires. Le greffe a reçu ensuite une demande de main levée et le notaire a procédé à la confrontation des documents. Chaque étape a été consignée, signée et aura daté pour assurer la traçabilité. Ces termes et processus ont été expliqués simplement à Marie et aux voisins pour qu'ils comprennent comment la justice s'auto-alimentait. La combinaison des éléments matériels et des témoignages a formé un dossier solide qui a permis d'engager des mesures de réparation. Dans les semaines qui ont suivi, des actions concrètes ont montré le pouvoir de la mobilisation.
Une radio locale a lancé une émission de sensibilisation. Des écoles ont organisé des ateliers sur le respect des aînés. Et la mairie a renforcé les contrôles sur les signalements de maltraitance. Les soutiens nommés plus tôt ont continué leur action. Et la Maison de Marie est devenue un symbole de l'entraide citoyenne. Les fils ont perdu certaines relations professionnelles et ont été verbalisés par la justice morale de la communauté. Ils ont dû affronter un travail de réparation qui ne se limite pas aux peines prononcées. Le processus a été long et parfois douloureux, mais il a abouti à une remise en question publique nécessaire. La conclusion de cette histoire n'est pas une revanche, mais une réparation. Marie, que l'on avait traitée comme un objet jetable, a retrouvé une place digne et un toit rempli de rires et d'odeurs de pain. Les enfants qui l'avaient abandonnée ont appris que l'indifférence a un prix et que la communauté peut se lever pour rétablir la dignité. La maison, qui aurait dû être simple propriété, est devenue un foyer d'entraide et d'animation intergénérationnelle. Si cette histoire vous a touché, partagez-la pour que d'autres sachent qu'il existe des mécanismes pour agir et que la solidarité peut transformer la honte en espoir. Inscrivez-vous pour suivre les mises à jour de cette histoire et d'autres semblables que nous suivons de près. Et souvenez-vous que la dignité d'une personne se mesure à la façon dont nous la traitons quand personne ne regarde.